Et c'est l'heure de l'interview de la lettre de l'acheteur avec aujourd'hui Arthur Portier, spécialiste des matières premières agricoles et consultant chez Agricole. Bonjour, chez Agritel. Bonjour Arthur. Alors on commence forcément cette interview par parler des récoltes ukrainiennes, de la situation en Ukraine. Au niveau du chiffrage de la perte de récolte de blé, de la hausse des prix, quel est le bilan que l'on peut faire 9 mois après le début de la guerre ? Alors, il y a beaucoup d'incertitudes encore sur la partie ukrainienne, évidemment, et la partie russe. Au-delà de la production, que ce soit pour le blé, le maïs ou les autres matières premières, c'est davantage les exportations qu'il faut regarder. Et dans les exportations tout grain, nous étions, avant le début du conflit, sur des exportations à plus de 6 millions de tonnes. Il s'avère qu'en plein boom du conflit, en raison des blocages logistiques qu'il y a pu avoir, nous sommes tombés sous le million de tonnes, ce qui a engendré au 16 mai le pic sur les marchés mondiaux des prix du blé à plus de 430 € la tonne. Et depuis l'accord notamment du corridor qui a été signé début août, nous avons une reprise des exportations tout grain de par la mer Noire, des 3 ports concernés par cet accord. Et sur le mois de septembre, nous sommes aux alentours des 5 millions de tonnes exportées, que ce soit par voie maritime ou par voie terrestre. Donc on a quand même une amélioration aujourd'hui de cette logistique qui a permis une détente des prix. Maintenant, on le sait, ce corridor prend fin au 22 novembre et il reste encore beaucoup d'incertitudes sur la poursuite ou non de cet accord. Oui, c'est ça, on va revenir sur ce corridor. Alors, est-ce qu'il fonctionne de manière optimale et quelles sont les perspectives que vous vous donnez après le mois de novembre? Qu'est-ce qui va se passer sur les exportations de céréales au niveau de l'Ukraine? Alors pour ce qui est de manière optimale, c'est difficile de juger aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 8 millions de tonnes qui, depuis début août, ont transité via les ports de la mer Noire. Donc c'est quand même pour l'heure une réussite. On le voit sur le graphique, on a une certaine amélioration quand même des flux depuis plusieurs mois. Maintenant, il y a encore beaucoup d'incertitudes puisqu'aujourd'hui, les acheteurs internationaux peinent à prendre de nouveaux contrats au départ de la mer Noire, alors même qu'on ne sait pas si ce couloir de sortie des grains va perdurer. Et ça, ce sont, entre guillemets, les Russes, les Nations Unies, les Turcs et les Ukrainiens qui sont en pleine négociation pour pouvoir continuer à sortir du blé, à sortir du maïs et aussi d'autres produits par ces 3 ports-là. C'est nécessaire aujourd'hui pour l'équilibre des marchés au niveau mondial. Et alors, il y a forcément d'autres pays qui ont pris aussi la relève, alors que l'Ukraine avait des difficultés à exporter. Quels sont les pays qui ont remplacé l'Ukraine dans la fourniture de blé au niveau mondial ? Alors, les autres pays exportateurs qui ont pris un petit peu le pas sur l'Ukraine, on peut parler principalement de l'Europe et surtout de la France, puisque la France a eu un rythme sur juillet et août notamment, donc sur la période estivale, particulièrement élevé dans les exports à destination des pays tiers. Nous avons fait un mois d'août à plus de 1,6 million de tonnes, c'était quasiment un mois record, et donc on a pris beaucoup d'avance actuellement sur notre campagne export qui se terminera en juin prochain. Maintenant, on voit, ça s'est un petit peu calmé sur les mois de septembre et les mois d'octobre, puisque justement les volumes au départ de la Russie et de l'Ukraine sont revenus sur le devant de la scène. Maintenant, on peut dire qu'aujourd'hui la France a joué son rôle, en tout cas de fournisseur de blé au niveau mondial sur la période estivale pour essayer de calmer un petit peu la tension qu'il y avait sur les marchés mondiaux. Et aujourd'hui, ce sont grâce à la filière française, aux opérateurs français et aux agriculteurs que l'on a pu grosso modo acheminer du blé vers des pays qui en ont besoin. Alors c'est vrai qu'on va revenir après sur la récolte française, notamment des céréales. Mais alors quelle détente ça a joué quelle détente a eu lieu sur les prix, cette reprise des exportations ukrainiennes, et au bout de combien de temps ça va se répercuter aussi sur les prix dans les magasins ? Alors, nous avons eu déjà une hausse des prix l'an passé, c'est-à-dire sur la période grosso modo juillet, août, septembre 2021 pour des raisons plutôt climatiques avec ce qui se passait sur le Canada et les États-Unis, notamment avec un déficit hydrique. Il s'avère que au plein pic du conflit, c'est-à-dire au 16 mai, les prix ont dépassé les 430 € la tonne. Et dès lors qu'on a commencé à parler du corridor, les prix se sont un petit peu essoufflés pour revenir proche des 300 € la tonne sur Euronext, avant de remonter dans une fourchette 350 sur fond d'incertitude de cette poursuite ou non du corridor. Donc si le corridor s'arrête demain, il y a fort à parier que les marchés des matières premières agricoles regagneront en fermeté, et si le corridor est réétabli pour quelques mois, voire quelques années supplémentaires, là auquel cas on pourrait avoir une légère détente des prix, mais aujourd'hui le bilan mondial reste quand même globalement tendu.
Et c'est ça, tout va dépendre des négociations. Est-ce que vous regardez d'autres céréales en difficulté ? Alors aujourd'hui, il y a le blé, évidemment, c'est un marché dont on parle beaucoup parce que c'est un produit qui est échangé et c'est la base de l'alimentation dans bon nombre de pays. Mais lorsque vous regardez, par exemple, le maïs, aujourd'hui, on a une récolte française qui a été catastrophique, aux alentours des 10 millions de tonnes. Nous avons, au niveau européen en général, une production de maïs pareil qui va être vraiment relativement faible, proche des 50-51 millions de tonnes, puisque la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie ont aussi souffert du déficit hydrique. Donc au final, on va avoir une tension sur le marché du maïs qui va s'ajouter à cette tension sur le marché du blé. Et pour les fabricants d'aliments du bétail aujourd'hui qui doivent choisir entre tel ou tel produit, on s'aperçoit que tous les produits aujourd'hui sont sur des niveaux de prix qui sont particulièrement élevés par rapport à l'historique. Donc le maïs a aussi une situation compliquée aujourd'hui en termes de bilan. Et quelles conséquences des événements météorologiques tirez-vous déjà on n'est pas encore à la fin de l'année, mais on a eu quand même de nombreuses catastrophes cette année, les inondations en Australie très récemment, les sécheresses aux États-Unis, les incendies aussi. Quel est le bilan que vous tirez ? Les matières premières, évidemment, sont dépendantes des conditions pédoclimatiques. En Australie, il y a deux sons de cloche. Il y a l'ouest de l'Australie où ça se passe plutôt bien, et il y a l'est qui est sous les eaux, notamment le Victoria et le New South Wales, qui représentent ces deux États aux alentours des 40% de production de blé et 40% des productions d'orge. Donc automatiquement, on s'attend à des pertes quantitatives et qualitatives, sachant que la récolte est imminente. Elle devrait avoir lieu dans les tout prochains jours. Donc ça, c'est un phénomène qui pèsera sur la qualité, mais aussi peut-être sur la quantité. On s'attendait à une excellente récolte à plus de 30 millions de tonnes en Australie. Elle est remise en cause et on s'aperçoit évidemment que les phénomènes météo sont de plus en plus importants. On en parle sur le blé là en Australie. Aux États-Unis, on a eu un déficit hydrique sur la partie des maïs qui fait que la production va avoisiner les 355 millions de tonnes contre 380 millions de tonnes l'an dernier. On a eu les inondations au Pakistan qui vont affecter la production de riz. Donc on le voit et on le sait, c'est pas enfoncer des portes ouvertes que de dire que les événements météo sont de plus en plus importants, de plus en plus violents et conduisent à des variations de marché extrêmement importantes depuis plusieurs semaines maintenant, puisque ça joue sur l'offre et la demande au niveau mondial. Et est-ce qu'on observe des phénomènes de délocalisation, relocalisation de production de céréales ou même d'autres matières premières agricoles suite à ces événements qui deviennent très fréquents dans une zone et donc on veut relocaliser ? Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'on ne produit pas tout partout et tout le temps. Certains l'oublient, mais aujourd'hui, on ne peut pas planter, par exemple, du blé dur dans le nord de la France. C'est compliqué parce qu'il y a des conditions pédoclimatiques qui dépendent de ce produit-là. Donc, ne pouvant produire tout partout et tout le temps, il faut adapter, nous, agriculteurs, évidemment, nos productions à nos sols, à l'agronomie, au climat, etc. Et donc, ça rend une nouvelle fois les éléments compliqués et c'est ce qui explique que vous avez notamment en termes de blé, vous ne pouvez pas en produire au centre de l'Afrique par exemple et c'est ce qui explique qu'il y a toujours plus d'échanges aujourd'hui sur les marchés des matières premières agricoles et qu'il va falloir continuer à investir dans la production chez les principaux exportateurs puisque les acheteurs internationaux pour bon nombre ne peuvent pas produire donc les échanges resteront extrêmement nombreux. Oui, ça reste une nécessité. Retour en France justement, où on commence à voir les chiffres de cette récolte de blé. En tout cas, l'été s'est bien passé, c'est ça ? Alors, la récolte de blé a été très hétérogène, avec sur le nord, grosso modo, les zones nord, une production qui s'est plutôt bien passée, avec des rendements dans la moyenne, voire moyenne plus. Par contre, sur la région sud-ouest, Charente, etc., ça a été très problématique, donc vraiment une hétérogénéité forte. On n'est pas sur les 35-36 millions de tonnes habituelles, on se rapproche plutôt des 33,5 millions de tonnes de production. Donc, on n'a pas des disponibilités exportables qui sont colossales. Avec le rythme que l'on a eu depuis le début de campagne, on le voit, on va devoir calmer un petit peu cette dynamique export. Elle s'est calmée toute seule parce que les origines mer Noire sont revenues sur le devant de la scène, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la France ne pourra pas à elle seule fournir l'ensemble et répondre à la demande de l'ensemble des acheteurs internationaux. Et en France, on s'inquiète aussi d'une éventuelle pénurie d'huile de tournesol. Là aussi, en Ukraine, qui est un exportateur, les exportations sont notamment touchées par des frappes russes encore très récemment.
Alors, la pénurie de l'huile de tournesol, on en l'a connue l'an dernier. Certains ont fait des stocks et se retrouvent désormais avec des stocks relativement importants. Il faut dire qu'en France, hein, on a des stocks aujourd'hui d'huile de tournesol. Maintenant, c'est vrai que l'Ukraine, c'est 53% des exportations d'huile de tournesol au niveau mondial. Donc, dès lors qu'il y a un souci dans le pays, automatiquement, ça se ressent sur les flux mondiaux. Il s'avère qu'aujourd'hui, la récolte de tournesol en Ukraine ne sera pas proche des 17,5 millions de tonnes comme ça a été l'an passé, mais on sera plus proche des 10 millions de tonnes, puisque en plus des semis qui ont été compliqués, on a une récolte aujourd'hui qui est rendue difficile par les pluies, donc un gros retard dans la récolte. Et évidemment, on a toujours des bombardements qui sévissent dans le pays, qui rendent la logistique et autres compliquées. Donc oui, il y a une tension aujourd'hui sur le marché du tournesol. Les Européens ont augmenté les surfaces l'an passé. Malheureusement, cette hausse des surfaces a été annulée par une baisse significative des rendements avec un été très sec. Et est-ce qu'on a d'autres risques de tension sur des matières premières? Alors, c'est toujours difficile de parler de tension. On a, au niveau français, on est quand même relativement indépendant grâce à une agriculture qui est encore relativement forte. Maintenant, on entend beaucoup parler du riz à l'heure actuelle. Alors, difficile de dire s'il y aura pénurie ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de prix aujourd'hui, lorsque vous regardez les bilans mondiaux, les principaux exportateurs ne sont pas épargnés par les incidents climatiques. Vous avez notamment l'Inde qui a eu des fortes chaleurs. Vous avez le Pakistan qui a eu des inondations. Vous avez les États-Unis dans les zones de production où le déficit hydrique a été particulièrement marqué. Et donc, des stocks mondiaux qui sont relativement faibles, un besoin en Europe d'import, puisque les Italiens qui généralement nous fournissent aussi du riz ont été en proie à une certaine sécheresse ces dernières semaines. Donc il y a une véritable tension sur ce marché-là. Difficile maintenant de dire s'il y aura pénurie ou non. Ce qui est sûr, c'est que les prix aujourd'hui liés à l'inflation, liés à l'énergie, etc., resteront élevés. Oui, c'est-à-dire que cette hausse de prix, vous ne la voyez pas décroître, elle est acquise en quelque sorte et on ne reviendra jamais en dessous. Au-delà des phénomènes macroéconomiques et notamment de la récession qui peut avoir lieu dans les prochaines semaines, lorsqu'on regarde les bilans des matières premières agricoles, on a quand même une tension aujourd'hui qui justifie une hausse des prix. Maintenant, attention, cette tension-là, elle n'est pas seulement sur les matières premières agricoles qui représentent généralement une part infime dans le prix final et dans le produit fini. C'est bel et bien la hausse combinée du secteur énergétique, gaz, électricité, des matières premières agricoles, des salaires, de l'inflation en général qui explique cette hausse des prix aujourd'hui de l'alimentation pour les Français, mais ce n'est en rien seulement la matière première agricole. Et oui, il n'y a pas qu'une seule raison. Merci beaucoup Arthur Portier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant chez Agritel. Merci beaucoup. À bientôt.